Salut Martha, bienvenue chez Dixième Dan. Je suis ravi de t'accueillir pour parler d'un sujet un peu spécial. On va y revenir juste après. Je te remercie donc de ta présence, ça fait plaisir. Bienvenue déjà. Merci beaucoup déjà de m'accueillir. Moi aussi, je suis très contente d'être ici. Ça fait plaisir. Écoute, je te propose qu'on commence direct. On va rentrer dans le vif du sujet. J'ai voulu t'inviter parce que tu as une histoire avec le judo un peu spéciale. Tu y es arrivé d'une manière un peu spéciale. Et aujourd'hui, c'est parti, ça fait partie inhérente de ta vie, de ton quotidien. C'est devenu ton métier. Donc, c'était important pour nous d'en parler. Et je pense que ça va parler aussi à pas mal de monde. Donc je suis vraiment content. Pour ce podcast, on va le faire en 3 parties. On va parler d'abord de l'enfance, de l'enfant Martha Fawaz, comme on dit. Ensuite, ta rencontre avec le judo. Et on finira par aujourd'hui l'INSEP et tes projections pour l'avenir. Si tu es partante, on y go. C'est parti. C'est parti. Allez, donc l'enfance Martha Fawaz. Je te pose tout de suite la question. Quel enfant était Martha Fawaz? T'étais comment, ton caractère? C'était quoi? Moi, étant petite, c'est vrai que j'étais très réservée. Un peu timide, mais pas trop avec mes parents, mais avec le monde extérieur. Donc voilà, j'étais un peu une petite fille un peu fragile. Enfin voilà, le cliché. Et Attends, timide veut pas dire fragile, hein. Mais non, mais moi j'étais un peu timide et un peu fragile, on va dire. ok. Donc voilà, et un peu maigrichonne aussi. Je mangeais pas beaucoup, j'avais un peu des problèmes avec le poids. J'avais des problèmes. Je voyais des médecins par rapport à ça, donc vraiment j'étais le petit cliché, quoi, un peu timide, un peu fragile, un petit peu maigrichonne. Du coup voilà. Ouais, et du coup, dans ta vie de tous les jours, comment ça se passait? Parce que j'imagine quand on est timide, quand on est fragile, on va dire l'environnement, il est pas simple. Le monde est pas simple avec les gens qui sont un peu plus en retenue, en réserve. Comment tu vivais un petit peu ces rapports aux autres? Pour moi, c'était très compliqué. Quand j'étais petite, je me suis fait harceler du coup en étant plus jeune, dès la maternelle. Donc c'est vrai que c'était super compliqué pour moi mon rapport avec les autres. Je me sentais bien et en sécurité que quand j'étais à la maison près de mes parents. Donc ça a été vraiment compliqué. Même mon rapport avec l'école, il a été très compliqué. Avant de quand j'étais encore en maternelle, du coup, je pratiquais de la danse classique. Et ce sport m'a pas forcément aidé à m'épanouir car j'avais un prof assez sévère qui me faisait des remarques sur mon poids, donc vraiment j'étais vraiment très renfermée et vraiment j'étais bien que chez moi et je me faisais du coup harceler par un garçon en particulier quand j'étais plus jeune et j'avais pas le courage en fait d'en parler à mes parents ou à mes proches, mais malheureusement heureusement en fait avec cet harcèlement c'était des harcèlements un peu physiques, donc mes parents ont vu et ont remarqué les coups qu'il me portait, et c'est ce qui a pu en fait après évoluer dans le temps. Mes parents ont pris des décisions, sont allés voir les instits, mais sinon, si j'avais pas eu ces coups, c'est vrai que je pense pas que j'aurais parlé. Oui, c'est ce que j'allais te poser comme question. Si tes parents ne s'en étaient pas rendus compte, toi, peut-être t'aurais pris sur toi, t'aurais rien dit, et ça aurait été forcément de pire en pire, quoi, pour le coup. T'es une famille nombreuse? Vous êtes plusieurs? J'ai une petite sœur et un petit frère, mais à l'époque déjà j'étais tout seul. Il y avait que moi, j'étais fille unique. Ok, donc oui, ils sont plus jeunes, donc t'as pas pu avoir Oui. aussi ce soutien-là Oui. de quelqu'un de la famille. Ok, donc très introverti, tu te fais harceler. Comment... Alors je vais aller très, très précipitamment sur cette dimension-là, c'est émotionnellement, qu'est-ce que ça représentait pour toi aller à l'école? Comment tu le vivais? Ça devait être plus une souffrance et difficile chaque matin de te dire faut que j'aille affronter de nouveau la personne qui m'emmerde tout simplement et qui me lâche pas toute la journée. C'était tout simplement de l'angoisse. Donc j'étais très angoissée le matin, je pleurais souvent avant d'aller à l'école. C'était pas parce que j'avais la flemme, mais vraiment parce qu'en fait je me sentais bien que quand j'étais chez moi. Et ce qui avait aussi que je voulais pas en parler à mes parents en étant petite, ça je m'en souviens, c'est que je me disais en fait il y a que quand je suis chez moi que ça va. Du coup ça va, j'ai que quelques heures à tenir à l'école et après j'ai mon réconfort. Et je voulais pas aussi que mes parents me reparlent de ça le soir, et quand ça a été le cas, qu'ils ont remarqué les coups, après on en reparlait, ils essayaient de me poser des questions, et finalement je me sentais plus trop à l'aise non plus chez moi, j'étais vraiment mitigée,
Et du coup, ouais, vraiment mon rapport avec l'école, il était vraiment, c'était pas ouf, quoi. J'aimais pas, quoi. T'avais les notes kata, tout ça, ou c'était Non, ça se vraiment... passait bien parce que du coup, je me consacrais vraiment. Du coup, après, j'étais très jeune, j'étais en maternelle, mais je respectais vraiment les cours. J'étais vraiment à l'aise pour tout ce qui est école pure et dure. Mais après, je pleurais souvent avant de partir en récréation. C'était surtout moi l'angoisse de la récré. En classe, ça allait, mais la récréation, c'est là où je me faisais taper, en fait. En fait, t'aimais l'école, mais t'aimais pas les moments à Oui, l'école, voilà, c'est ça. la récré et tout. Ok. Et donc ça, c'est en maternelle. Ça dure combien de temps? Très, très précisément, combien de temps ça a duré? 3 ans. 3 ans. Oui, Donc 3 il ans. faut bien imaginer pour les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, 3 ans, c'est hyper long. Euh, Est-ce qu'il y a un déclic? Alors, on va parler du judo après, mais pour tes parents, qu'est-ce qu'ils font pour t'aider petit à petit? J'imagine qu'ils mettent des choses en place. Tu as dit ils ont été voir les instits. Qu'est-ce qu'ils font exactement derrière? Il se passe quoi? Parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de choses sur le harcèlement et on voit des institutions, des instits, des CPE, des proviseurs qui bougent pas forcément de peur. Je sais pas d'ailleurs de quoi, mais ça bouge pas. Toi, comment ça s'est passé à l'époque? Moi, je sais que mes parents, quand ils ont remarqué que je revenais souvent avec soit des morsures, des bleus, des coups, ils ont commencé d'abord à me questionner parce que c'est vrai, quand on est jeune, souvent on peut se blesser à la récréation. Et moi, surtout que je parlais pas, en fait. Je disais non, c'est rien, je restais très réservée là-dessus. Et à un moment donné, ma mère, elle a compris, il me semble, c'était une morsure qu'elle avait vue. Elle a dit non, c'est pas la récré, c'est bizarre. Du coup, elle allait en parler, à ma maîtresse de l'époque. Et en fait, elles étaient un peu indifférentes. Honnêtement, elles avaient un peu le discours, ça reste des enfants, ils s'amusent à la C'est ce qu'on voit récréation. aujourd'hui en fait, c'est ce qu'on entend aujourd'hui et malheureusement on parle de harcèlement souvent, on en parle collège, ça commence bien plus tôt. Il y a des gens qui se font harceler, mais même avant, on se rend pas compte. Parfois, ça peut être sur les vêtements. On se fait charrier sur les vêtements parce qu'on n'a pas forcément les bonnes tenues. C'est au goût du jour parce qu'ils veulent mettre l'uniforme. Bon, bref, c'est un autre débat. Mais voilà, ça peut commencer très très tôt. Pour toi, ça a commencé très très tôt. Tu dis ça a duré 3 ans. C'est toute la maternelle ou ça a débordé aussi sur l'élémentaire? Non, c'était que pendant la maternelle. Et qu'est-ce qui fait que ça s'arrête du jour au lendemain ou est-ce que ça a pris vraiment du temps pour toi? En fait, c'est vraiment, je pense, mon père était très impliqué aussi. Il allait tout le temps parler à ma maîtresse, à la directrice de l'époque. Mais ma mère, elle le vivait vraiment très très mal, à un point où je la voyais vraiment souffrir de la situation. Forcément, je suis sa fille. Elle me voit comme ça, elle voit qu'elle est impuissante parce qu'au bout d'un moment, la seule chose que mes parents pouvaient faire, c'est aller se plaindre, parce qu'ils étaient pas avec moi toute la journée et en fait, les choses bougeaient pas. Du coup, c'est ma mère, elle m'a dit écoute, faut que tu te bouges parce qu'en fait, j'étais un peu renfermée aussi dans le monde quand je faisais de la danse et j'étais un peu renfermée dans ce truc. De toute façon, en vrai, je suis fragile, je fais de la danse. J'avais cette image-là quand j'étais très petite, très jeune. Et ma mère, elle a dit on va pas arrêter la danse, c'est comme tu veux, mais tu vas faire un sport de combat. Et j'habitais dans un petit village et avec que du judo. Et elle m'a dit on va t'inscrire au judo. Il y a du judo partout de toute façon. Mmh. Ok, donc tu arrives au judo un peu par hasard, par Oui, tes parents, comme mais ça. c'est comme disait Sephora dans le dernier podcast, elle aussi, c'est sa mère qui la met parce qu'elle a envie qu'elle fasse un sport. Et en fait, on arrive tous un peu comme ça, on nous apprend à nous défendre. Moi, je sais que j'étais très timide aussi et ça aide beaucoup. On va y revenir juste après. Mais aujourd'hui, avec le recul, maintenant que tu as une vie, on va dire, un peu différente, est-ce que tu penses, est-ce que tu dirais quoi à la jeune Martha de l'époque pour que ça se fasse pas comme ça et qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens pour qu'ils se laissent pas harceler en fait tout simplement? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que parfois on n'arrive pas à prendre sur nous et de le dire tout simplement, c'est une épreuve. Moi, ce que je peux conseiller, c'est déjà de parler, parce que c'est vrai. Enfin voilà, moi j'ai pas eu le courage de parler. En fait, c'est mes parents qui s'en sont rendus compte. Mais je me dis en fait, si j'avais pas eu des coups visibles, peut-être que je sais pas, aujourd'hui j'en serais pas là, et j'aurais peut-être pas fait du judo. Donc vraiment parler, en fait, libérer la parole, et nos proches de toute façon ils sont là pour nous aider, pour nous sortir de ça. Et après aussi, je pense qu'il y a de la sensibilisation à faire sur le côté éducatif, parce que moi, elles étaient complètement, elles étaient à côté de la plaque, quoi. Et oui, quand un enfant se plaint de se faire harceler, ou qu'il rentre avec des morsures, c'est pas un jeu, c'est des enfants, ils s'amusent à la récréation. Non, faut prendre en compte parce qu'après, il peut y avoir des répercussions, quoi.
À l'époque, tu t'es senti isolé et délaissé un peu par le système éducatif, même si tu es jeune. Là, si tu en parles aujourd'hui, c'est que tu en as des souvenirs très concrets, ce qui est quand même assez rare. 4, 5 ans, on va dire, on n'a pas tellement de souvenirs. Toi, c'est très concret. Ça veut dire que ça laisse des traces, mais tu as des souvenirs très précis pour le coup. Ben, moi, je me souviens de pas mal de choses parce que bah, forcément, ça, je pense que ça m'a traumatisée. Je me souviens par exemple des fois des coups que l'enfant me portait. Je me souviens des réflexions des maîtresses. Et en fait, j'étais plus dans une réflexion où je me disais, si personne dit rien, c'est qu'en fait, c'est pas si grave que ça. Je me disais ça. Du coup, j'étais un peu, je m'imaginais pas, j'avais pas forcément. C'est plus en grandissant après que j'ai remarqué que ce que j'ai vécu, c'était quand même, bah, c'était pas normal, quoi. Ouais, c'est pas normal. Mais en étant jeune, bah, je me disais pas, non, c'est pas normal, je le mérite pas. En fait, carrément, je me disais, bah, peut-être que je le mérite ou il a peut-être une raison parce que c'était un garçon contre moi tout le temps, tout le temps, tout le temps, et je me disais, mais qu'est-ce que je fais? Ça se trouve, je comprenais pas en fait, Ouais. incompréhension. Et je me disais bon bah peut-être qu'il a assez bonnes raisons parce que pour moi je comprenais pas, j'étais toute petite mais je me disais pas, je poussais pas plus ma réflexion en vrai. Et le monde qui t'entoure, donc les autres enfants, ils calculaient pas non plus. Alors c'est vrai que c'était il y a quelques années maintenant, mais aujourd'hui c'est un peu différent. Aujourd'hui les questions du harcèlement commencent à être vraiment Ouais. beaucoup plus présentes. À l'époque on en parlait peu, voire pas trop, pas du tout, parce que ça existait pas en fait pour le commun des mortels. On parlait jamais de harcèlement à l'école, comme tu disais très bien. C'est des jeux. Pour les gens, ils se disent ouais, c'est des enfants, ils jouent. Mais en fait, non. Et les autres enfants, non, ils disaient rien, ils prenaient pas parti. C'était vraiment, vous étiez Non. isolés, vous deux, dans votre. Bah en fait Enfin, lui d'ailleurs, pas toi. C'était un peu la terreur de l'école. Okay. Ce garçon, donc il faisait peur à tout le monde. Et sauf que la personne qui frappait physiquement, c'était toujours moi. Il faisait peur à tout le monde, mais c'est toujours moi qui tapais parce que bah en fait je me rappelle d'une fois s'il avait essayé de se battre avec un autre garçon, en fait l'autre garçon a répliqué, du coup enfin plus jamais. Peut-être que les autres répliquaient, mais moi je répliquais pas en fait. Je pleurais dans mon coin et je partais, j'allais même pas le dire à la maîtresse en fait. Oui, et puis on nous apprend garçon-fille. Oui, voilà. On a toujours voilà. Les filles, on va pas se mentir, à l'école ont toujours ce sentiment, c'est les garçons, ils sont plus forts. Ce qui physiquement, physiologiquement est pas forcément faux, mais on nous apprend un peu ça, que c'est le garçon est plus fort que la fille, quoi qu'il arrive. Donc, tu as peut-être aussi grandi dans cette idée-là. Et donc, tu rencontres le judo. Et là, les premiers temps, comment ça se passe? Est-ce que ça change tout de suite quelque chose ou est-ce qu'il a fallu du temps? Ah non, tout de suite. C'est d'ailleurs assez bizarre. Ma mère, elle me met du coup au judo. Le premier entraînement que je fais rien de spécial. J'ai juste une veste de kimono, un bas de jogging comme tout le monde. Je fais 3 roulades et là je me dis waouh, je suis trop forte. J'ai un kimono, j'ai une ceinture et vraiment une prise de confiance. Mais le lendemain, je suis retournée à l'école. C'était pas la même chose quoi. Le lendemain, je suis retournée à l'école. Quand il s'est approché de moi, enfin voilà quoi. C'était pas, il m'a plus jamais frappé après ça. Plus jamais frappé. Je me suis défendue direct et d'ailleurs on est allé voir la maîtresse parce que voilà, le lendemain j'ai fait 3 roulades, j'avais un kimono, le lendemain je suis arrivée, il m'avait rien fait, je lui ai pété le nez. Ouais, après on peut trouver un juste. Oui bien sûr, mais après je vois ce que tu veux dire, c'est que ça t'a donné confiance. J'ai eu un déclic en fait et je me suis sentie super forte. Après honnêtement, voilà, il a pendant 3 ans, il a eu son quota. Il a eu son temps maintenant. Ouais. Il a pris cher et puis c'est triste à dire, mais en fait, l'harceleur devient toujours à un moment harcelé et c'est un cercle un peu vicieux, ce truc-là. Et donc du coup, ça s'arrête du jour au lendemain. Aujourd'hui, tu sens encore des traces de ça ou c'est vraiment quelque chose de totalement passé? En tout cas, ça fait partie de ta vie. J'allais dire oublié, mais non, pas oublié. Mais en tout cas, ça fait partie de toi. Mais c'est mis de côté. Oui, c'est mis de côté. Non, maintenant, de toute façon, j'ai totalement changé. Je suis plus la Martha d'avant. Je suis plus introvertie. Au contraire, franchement, j'ai changé et j'ai pas honte de mon passé parce que je trouve que quand même c'est une belle histoire. Et puis, je me dis, ça peut aider des fois. Moi, genre, j'ai un petit frère, une petite sœur. Je les écoute. Je suis grave à l'écoute sur ce genre de situation. Donc, je comprends ce qu'on peut ressentir. Moi, maintenant, c'est vrai que c'est pas oublié. Je m'en souviens, comme si c'était hier, il y a des choses, j'ai des souvenirs très nets, mais maintenant j'ai complètement changé, donc
Oui, voilà quoi. Mais tu disais, c'est très important que tu cherches aussi à ce que ça serve aux gens. C'est pour ça que moi, je te remercie, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ose en parler. Ça fait toujours un peu... on s'expose toujours un peu en parlant. On peut paraître faible, alors que c'est pas le cas du tout. Mais il y a toujours ce regard des gens qui est pesant. Encore plus pour vous, sportifs de haut niveau, qui êtes soumis au regard des gens tout le temps. Ils sont dans votre vie, parce que que ce soit sur les réseaux, que ce soit en compète, on voit tout de vous, vous vous exposez, entre guillemets. Donc ça, je trouve ça génial d'en parler et je te remercie pour ça. On dit que le judo, c'est un peu l'école de la vie. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Bah forcément oui, parce que moi ça m'apprend encore aujourd'hui et ça m'a beaucoup appris. Et vraiment c'est un sport avec des grandes valeurs et tous les jours en fait on se sert de ce sport pour dans la vie de tous les jours aussi. Ça nous aide forcément. Tu dis t'as appris. Concrètement, ça t'a appris quoi? Déjà avoir confiance en moi, à croire en moi aussi et à voir que même si des fois je chute, je me relève quoi. Mais en fait, c'est la métaphore la plus intéressante, je trouve, au judo. C'est peut-être le seul sport, j'en connais pas beaucoup en tout cas, où tu dois apprendre à tomber Oui. avant d'apprendre Oui, à c'est faire vrai. tomber, ce qui est assez ouf en fait comme principe. Et c'est vrai que ça t'apprend beaucoup quand tu prends des pions, quand tu prends les uchikomi, tu Oui, fais, bien sûr. enfin, franchement, tu prends cher. Les nagekomi, ça fatigue, tu tombes parfois sur des tapis qui sont pas toujours Oui. hyper agréables par du froid glacial et tout. Ça t'apprend sur toi-même. Il y a une dimension que je trouve intéressante, c'est qu'on parlait de judo à l'école. Il y a beaucoup de monde qui se demande s'il ne faut pas apprendre le judo à l'école. C'est quoi ton avis, toi, sur cette question? Moi, je pense que oui, ce serait une bonne chose parce que au-delà du fait sportif, c'est vrai que ça, comme tu l'as dit, on chute avant de faire tomber et c'est vrai qu'après, en grandissant, cette métaphore, en fait, elle veut dire beaucoup. Et pour moi aussi, après forcément, c'est le sport que je pratique, mais pour moi, c'est tellement un beau sport que oui, forcément, ce serait top si on apprenait ça dès le plus jeune âge. C'est possible, selon toi, dans les institutions, toi qui as vécu l'école de A à Z, est-ce que tu penses que c'est possible de le mettre en place? Parce que c'est pas si simple. Moi, je pense que c'est possible. Et déjà, dans mon village où j'étais, quand je suis passée en primaire, ils avaient commencé à mettre ça en place. Du C'est quoi judo. ton village? J'habitais à Lusignan avant. Donc c'est dans le 86, c'est vers Poitiers, c'est une Ok. petite commune. Ouais, c'est vraiment. Non, mais c'est bien comme ça, s'il y a voilà. des gens de, je sais pas comment on dit, Oui, les Lusignanais. les Mélusins. Parce que oui, là on a eu, ouais, c'est compliqué. On a une fée qui s'appelle la fée Mélusine. Enfin, ouais. D'accord, ok. Bah, si on nous écoute à Lusignan, c'est ça? Oui, c'est ça. Eh ben, on les salue. Et donc, ouais, ils avaient commencé à mettre ça en place. Oui, voilà. Parce qu'on avait un dojo, du coup, qui appartenait à la commune. Et du coup, les écoles avaient accès au dojo. Ok, donc ouais. Après, c'est vrai que c'est pas si simple dans les grosses villes Oui, comme oui, Paris. oui. Maintenant que tu es en C'est région ça. parisienne, on le voit, c'est à mettre en place. Bah, déjà, ça demande des infrastructures. Des gymnases, il n'y en a Oui, pas bien tant sûr. que ça. Les tapis, bon, on peut en trouver, mais c'est vrai que c'est pas si simple. Mais donc, pour toi, ce serait une bonne chose. Oui, ce serait une bonne chose. Ce serait une très bonne chose. On est d'accord. Mais bon, après, ouais, moi, je pense que je fais partie de ceux qui pensent que c'est pas si simple. Je vais rebondir sur un débat qu'il y a en ce moment en France. Je sais pas si tu as vu, que ce soit Teddy Riner, Florent Manodou qu'on parlait dernièrement du sport en France. Et je voulais avoir ton avis de sportif de haut niveau sur le sport en France et sur la place du sport en France. Est-ce que pour toi, alors, en France, on est un pays de sport? Moi, je pense pareil que t'as dit. Franchement, en fait, il y a beaucoup de performances sportives en France, de bons sportifs français. Mais en fait, c'est vrai que moi, je fais du judo. Je vais prendre mon cas. Aujourd'hui, pour vivre pleinement du judo, c'est compliqué. Or que quand même, je m'entraîne 2 fois par jour. Il y en a qui s'entraînent même plus, les athlètes olympiques. Mais c'est compliqué en fait de vivre du judo. Il n'y a pas forcément grand chose qui sont mis en place pour nous pour pouvoir exceller dans notre sport. Et ça va pas en accord avec la performance en fait. Vraiment pour s'en sortir, faut vraiment se battre. Donc nous on se bat sur le tapis, on se bat à côté, on se bat tout le temps en fait. Donc oui, moi je suis totalement d'accord avec ça. Sachant que le judo est un sport qu'on dit encore amateur, c'est compliqué à part Teddy, Clarisse, oui, bien sûr, qui ont beaucoup de sponsors, les athlètes olympiques comme tu disais. Le reste, la grande majorité, ils vivent pas du judo. Toi, concrètement, tes revenus, c'est quoi? Tu vis de quoi en fait? À moi,
Concrètement, là, moi, je vis du judo. Enfin, j'essaye de vivre du judo, mais c'est mon club qui me paye. J'ai pas le temps de travailler parce qu'en fait, j'ai fait le choix de continuer mes études. Et c'est vrai qu'en fait, maintenant, si on veut vraiment s'en sortir, si je voulais peut-être avoir une vie mieux, je pense, financièrement parlant, j'aurais pu aller chercher un travail, mais si je fais ça, j'arrête mes études et c'est pas ce que je veux. Pour moi, je commence à être performante au judo, car mon train de vie, c'est ça, c'est l'école et le judo, ça va ensemble. Et en fait, il y en a plein, on se retrouve à devoir faire un choix et ça le devrait pas. Et c'est dommage. On y reviendra parce que c'est vrai que c'est l'objet d'un futur podcast que j'aurai avec un autre invité. Et c'est vrai que effectivement, en fait, la performance est altérée par l'énergie qu'on met pour aller gagner des sous. Tu parlais dans ce moment, tu commences à performer, tu performes depuis un moment, mais en tout cas sur le circuit international, là ça se passe très bien. Tu restes, à l'heure où on enregistre, là tu restes sur une victoire, c'était en Hongrie. Oui, c'est ça. Une 3e place en Autriche. Oui. Donc tu restes sur 2 médailles, malgré des conditions pas toujours faciles. Toi, comment tu te sens aujourd'hui dans le judo? Comment tu te sens? Moi, je commence à me sentir bien, car c'est vrai, je me satisfais pas de ces podiums-là. C'est vrai que je veux plus. Après, j'ai une âme de compétitrice, donc c'est normal. Mais voilà, moi, mon but maintenant, aujourd'hui, je suis focus 2028. Donc tout ce que je vais pouvoir prendre, je le prendrai. Et voilà, maintenant, faut que je gagne ma place. Je suis focus sur les prochaines compétitions. Je veux prouver, et pas pour les autres, surtout pour moi aussi. Je veux gagner, car déjà, c'est ce que je m'entraîne tous les jours pour ça. Et aussi, voilà, ça fait tellement longtemps que je fais du judo. Je veux cette reconnaissance-là, quoi. Et puis, il faut savoir, pour les gens qui nous regardent, qui nous écoutent, qu'au judo, il y a un seul vainqueur. Hein. Exactement. C'est soi face à soi-même. Pour le coup, c'est toujours un combat, comme tu disais, contre soi-même, contre les autres. Et ça dépend aussi de beaucoup de facteurs. Y a des sports où on voit les mêmes qui gagnent très régulièrement. Au judo, c'est pas comme ça. Si ce n'est, je parle encore une fois des ovnis qui gagnent tout le temps. Le reste, il y a des journées avec, il y a des journées sans, il y a des régimes compliqués. Toi, quel rapport? Tu parlais de tes problèmes de poids plus jeune. Aujourd'hui, tu as quel rapport avec les régimes? Est-ce que tu en fais ou est-ce que tu arrives à te maintenir toute l'année? Non, j'arrive pas à me maintenir toute l'année forcément. Mais j'ai un rapport au corps qui est correct. Je focalise pas sur mon poids, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de personnes au judo, vu qu'on est un sport à catégorie de poids et souvent aussi on nous pèse au dépourvu. C'est vrai qu'on a un rapport un peu maladif au poids. Moi personnellement, non. Je sais pas si c'est dû à mon enfance. C'est vrai que j'ai été très maigre. Et du coup, maintenant, le fait de prendre du poids, c'est pas dérangeant pour moi, en fait. Je l'accepte totalement. Si demain, je dois changer de catégorie parce que mon poids, il peut plus, je changerai. J'ai pas ce rapport-là. J'ai dû prendre des médicaments pour grossir. On voulait même des fois me faire des piqûres. Pour moi, ça a été assez traumatisant. Maintenant, si je grossis, c'est pas grave. Et tu penses que c'était lié à tout ce que tu vivais? C'était plus mental? Je sais pas. Peut-être que c'était... Je sais pas. Honnêtement, je pense pas, parce que en fait, quand j'allais voir les médecins, ils me disaient souvent que c'était rien d'alarmant, que plus tard j'allais être normale, et ils se sont pas trompés. Mais je pense aussi que peut-être que ça pouvait jouer, mais j'en ai pas le souvenir. Pour les gens qui te connaissent pas forcément, tu as moins de 57 kilos aujourd'hui, qui n'est pas la plus petite catégorie. Hein. La plus légère, ça fait 48, 52, 57. Donc, t'es pas parmi les plus légers non plus aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'en judo, il y a des gros écarts de poids. Après, le judo est un sport qui permet que... alors, ça va pas être du tout péjoratif, parce que nous, au judo, on les appelle comme ça, les gros rencontrent les plus maigres. En fait... Le poids n'est pas un problème au judo, bien au contraire. Exactement. Après, je vois encore des remarques. Je voyais Roman Dico qui était reçu dernièrement à l'Elysée, je crois, et qui prenait tous les haters sur la robe, sur le machin, parce que ça lui va pas. Au judo, on a quand même la chance que le poids soit pas un problème entre nous. Comment t'expliques ça? Tu penses que c'est une bonne chose? Oui, mais toi, comment tu vis ça? Comment tu expliques ça? Oui, pour moi, c'est ce que je trouve beau dans ce sport, c'est que n'importe qui nous sommes, on peut faire du judo, on peut le pratiquer. T'es toute maigrichonne ou t'es un peu en forme, tu peux faire du judo. Et ça, c'est pas tous les sports qui proposent ça, donc ça, franchement, déjà, c'est super bien.
Et puis ça permet aussi moi je sais que ça m'a donné confiance parce que j'étais maigrichonne, mais peut-être aux personnes un peu plus en forme, ça leur donneront confiance aussi. Ouais. Ça va dans les deux sens. Donc franchement, ça c'est cool pour le judo. Moi après, par rapport aux catégories de poids, bah voilà, moi je trouve que chacun est différent, donc forcément les poids varient, quoi. Pour moi, c'est pas quelque chose de choquant. Tu fais pas de cutting réellement, toi? Moi, je fais un peu attention, bien évidemment. Je fais un peu de régime, mais ça reste raisonnable. Ça reste Ton raisonnable poids de pour forme, moi. est-ce que il est beaucoup au-dessus des 57 kilos? Non, bah par exemple là, ma catégorie de poids c'est moins de 57 kilos. Et cette année, bon, vu que je suis une femme, forcément ça évolue. Mon poids il évolue. On a les hormones, c'est un peu compliqué. Ouais, vous jonglez avec ça en Oui, plus. voilà, donc ça c'est un peu compliqué. Et cette année, mon poids de forme, je dirais, je pense qu'il est aux alentours de 60 et demi. Ouais, donc ça va. Tu fais Oui. des régimes 3 Oui, voilà. kilos, 4 kilos, ça, c'est encore gérable. Il y en a qui font beaucoup plus. Ouais, bon, c'est gérable pour toi. Et donc, tu commences à performer au judo, tu disais, mais donc plus jeune, tu performes, tu gagnes un titre très rapidement, tu commences à voir que tu es plutôt doué dans ce sport-là. Et dans une interview que tu dis c'est France Bleu, je crois, Poitou. Attends, Oui, j'ai été chercher. Ouais. Tu dis à 15-16 ans que ton rêve, c'est d'intégrer l'INSEP. Oui. Pourquoi tu penses à ça à 15-16 ans déjà? Est-ce que tout de suite, quand tu as fait du judo, tu t'es projeté, tu t'es dit, moi, c'est le haut niveau ou rien? Ou est-ce que au premier abord, tu t'es dit, non, je veux juste kiffer, en fait? Je me rappelle d'avoir dit ça. En fait, quand je suis rentrée au Pôle Sport de Poitiers, on a eu une réunion en début d'année pour montrer aux parents les objectifs, et j'avais jamais entendu parler de ma vie de l'INSEP. Et en fait, mon coach de l'époque, il représentait l'INSEP, où il y avait Teddy Riner et tous les champions. Et moi, quand j'étais petite, j'étais fan de Teddy Riner, mais vraiment fan. Et du coup, moi, j'ai dit à ma mère, mais moi, je vais aller à l'INSEP. Moi, je voulais aller à l'INSEP parce que je me suis même pas posé la question. Oui, c'est une grosse structure. Juste, il y avait les champions, il y avait Teddy. Pour moi, fallait que j'aille là-bas. C'était plus dans ce sens-là. Donc, quand j'ai commencé à performer, je me suis dit, oui, moi, je veux aller à l'INSEP. C'est mon objectif. Pour moi, c'était la réussite, en fait. Ouais. Et donc, tu y arrives. Premier rapport avec l'INSEP, c'est quoi? Comment t'as atterri là? T'as dû avoir les yeux émerveillés dans cette structure qui est juste ouf parce que c'est énorme. Alors, contrairement à ce que l'on pourrait penser, non. Parce que c'est vrai que quand je suis arrivée à l'INSEP, j'ai eu très peur. J'ai eu très très peur. Avant de rentrer à l'INSEP, j'ai eu la chance de faire quelques entraînements. Et franchement, je me faisais découper à chaque fois. Donc vraiment, j'avais de la crainte. Et même quand on m'a proposé l'INSEP, j'ai même failli décliner. Car j'avais vraiment peur. Je me sentais pas assez courageuse. Et là, je remercie mes parents parce que vraiment, ils ont été derrière et ils ont cru en moi. Là où moi je me disais mais non, là j'ai fait 3 entraînements, je suis rentrée, il me fallait 2 semaines pour récupérer, c'est pas possible. Et quand j'ai ma première année INSEP, donc j'arrive dans cette énorme structure, donc vraiment je suis contente, je vois que je vais pouvoir progresser, mais c'est très vite compliqué car je suis rentrée au moment où il y avait le Covid. Donc en fait, on n'avait pas nos partenaires extérieurs, donc les collectifs nationaux, on était que entre INSEP. Donc moi je faisais partie de la nouvelle génération qui venait d'entrer, et on était que avec Hélène Ressauveau, Priscilla Nieto, enfin que les grandes championnes et nous les petites, donc on se faisait découper, mais pas qu'une fois, 3 fois pendant l'entraînement parce qu'il y avait personne sur le tapis, et je l'ai super mal vécu les 2 premiers mois, vraiment à base de je pleurais au moins 2 fois par jour parce que c'était dur, et au fur et à mesure des jours, ça allait de mieux en mieux, je progressais et j'ai vu que c'était possible, et ça m'a tiré vers le haut en fait. Les filles à l'époque, tu parlais des anciennes, on va dire. Ouais. Est-ce qu'elles t'accompagnent? Est-ce qu'elles te parlent un peu? Ou est-ce que vraiment t'arrives et tu te sens un peu à l'écart? Maintenant, je dirais que c'est plus le cas avec les jeunes qui arrivent. Avant, quand moi je suis rentrée, pas qu'elles étaient fermées, mais en fait on était dans une période compliquée, il y a eu le Covid, le confinement, et même sur le tapis, en fait, on était départagé, le tapis était coupé en 2, donc il y avait les moins de 57 kilos et les plus de... C'est un peu comme au Japon, en fait. Voilà, donc en fait, on se mélangeait pas, du coup, vraiment, c'était super spécial comme entraînement, tout le monde était très fermé.
Du coup, moi, je suis vraiment arrivée dans une ambiance vraiment, c'était compliqué, quoi. Mais pour tout le monde, en fait. Autant pour elle, parce que nous, on était des nouvelles partenaires, mais autant pour nous aussi, les nouvelles, quoi. Tu parles depuis tout à l'heure, tu as utilisé un terme et c'est hyper important, je trouve. C'est t'as dit que partenaire. Pourtant, tu dis que tu te faisais démolir. Oui. Explique pourquoi au judo, on est toujours partenaire et pas en fait adversaire quand on s'entraîne. Ben, à l'entraînement, on est des partenaires parce que c'est vrai, l'entraînement, c'est fait pour s'entraîner. Il n'y a pas, y a pas un arbitre quand on s'entraîne. Et du coup, c'est vraiment partenaire parce que bah, quant au hajime, moi, j'essaye de donner le meilleur de moi-même. Ma partenaire en face, elle aussi. Et du coup, en fait, c'est ça qui nous fait évoluer. Donc, on est vraiment partenaires. L'une et l'autre, on veut se tirer vers le haut, quoi. Tu sais que j'aime bien dire que le judo, c'est le sport individuel peut-être le plus collectif. On est d'accord là-dessus? Oui. Ouais, on apprend tous des autres. Et en fait, c'est ça, tu disais partenaire, tu vois, tu le fais même pas exprès, mais c'est que c'est normal. C'est-à-dire, bah, toi, on t'a découpé, comme tu as dit à un moment. Ce sera à ton tour peut-être d'être, alors je vais pas dire dur, mais juste de faire en fait du judo. Oui, c'est comme ça fait partie de l'apprentissage. Les défaites, les chutes font partie de l'apprentissage et te rendent plus fort aujourd'hui. Toi, comment tu agis avec... Alors maintenant, tu disais que ça fait... Le Covid, c'était quoi, 3-4 ans? Oui, 3-4 ans que tu es à l'INSEP. Maintenant, quand tu vois les jeunes qui arrivent, tu as quel rapport avec elles? Est-ce que toi, tu essayes de les accompagner ou est-ce que... comment ça se passe? Moi, je suis hyper bienveillante envers elles. J'essaye de... Après, être bienveillante, ça veut pas dire je me laisse faire à l'entraînement. Vraiment, en vrai, le judo, c'est un peu contradictoire. Mais c'est vrai que pour s'aider à l'entraînement, c'est vrai qu'il faut qu'on se mette dessus, quoi. Donc en vrai, moi, je vais chercher les plus jeunes, elles viennent me chercher et on fait un combat et à la fin du combat, on se check et c'est reparti, on se dit ouais, bah là, tu vois, ça c'était super bien. Moi, j'essaye d'aller vraiment vers les plus jeunes parce que bah déjà naturellement, je suis comme ça et aussi parce que elles sont demandeuses aussi. Ouais, mais je pense que c'est ça aussi le sport de haut niveau, c'est que c'est des cycles, hein, et tout le monde, ça se renouvelle et il y a des jeunes générations qui arrivent. Donc toi, pour toi, le sport de haut niveau reste une grande famille. À l'INSEP, on sait que vous êtes tous ensemble, tous les sports sont réunis. Donc c'est une grande famille, le sport de haut niveau? Alors moi je dirais plus le judo, parce qu'en vrai c'est vrai qu'à l'INSEP c'est très grand, donc en fait tout le monde a ses entraînements, et en fait on les croise, on peut se croiser, que moi quand j'étais à l'internat, maintenant c'est plus le cas, on se croisait à l'internat, dans les couloirs, mais en vrai c'est entraînement, école, dodo, pour tout le monde, donc entraînement 2 fois par jour, c'est compliqué, mais par contre, je pense qu'on peut dire que le judo, c'est vraiment à l'INSEP une grande famille de judokas et les autres sports le perçoivent comme ça aussi. Et quand tu pars en compète avec les autres athlètes, ça se passe comment? Est-ce que toi, tu as rencontré des gens qui font partie... Alors, souvent, on dit pour les sportifs de haut niveau, vos partenaires deviennent vos amis parce que vous passez énormément de temps ensemble. Toi, tu as des adversaires dans ta catégorie qui sont aussi tes amis. Comment tu vis ça au quotidien? C'est vrai que c'est sur le tapis, on oublie, mais ça fait toujours quelque chose. Oui, après moi, vraiment, depuis que je suis jeune, j'ai jamais eu de difficulté à être amie avec quelqu'un qui est dans ma catégorie de poids, parce que tout simplement, le judo, c'est pas non plus la vraie vie. Le tatami, c'est le tatami, et la vraie vie, c'est la vraie vie. Il faut savoir faire la part des choses. Donc moi, franchement, ça me fait rien de combattre ou de savoir qu'une de mes amies est dans la même catégorie de poids que moi. Maintenant, c'est vrai que en compétition, forcément, on n'aimerait pas prendre son ami, mais si on doit le faire, on fera le taf. En plus, il y en a qui n'étaient pas dans ta catégorie, qui maintenant viennent dans ta catégorie. On pense à Chloé de Victor, qui maintenant est en 57 alors qu'elle était en 52. Bon, ça fait partie du taf, mais quoi qu'il arrive, faut gagner pour être, bien sûr. pour être parmi les sélectionnés. L'INSEP, c'est aussi quelque chose, une grosse machine en termes d'organisation. Vous avez tout à disposition, la cryo, le personnel, tout est mis en œuvre pour que vous soyez bien. Est-ce que ça change vraiment ton quotidien de sportif? Oui, franchement, l'INSEP, ce qui est bien, c'est que voilà, tout est à notre disposition, que ce soit sur la récupération, l'école, et quand on se blesse. Franchement, moi, je me suis beaucoup blessée en arrivant à l'INSEP, et j'ai été tellement prise en charge vite, c'est ce qui fait la différence en fait. Franchement, on a des kinés à dispo, on a des médecins, on peut faire des IRM, des radios, des échographies. Dans un temps, tu te blesses demain, le jour d'après ou même le jour même,
tu as une échographie ou une IRM, tu as un bilan dans la foulée. C'est voilà, les délais pour guérir, c'est pas comme quand on est en pôle. On a tout à disposition et ça c'est vraiment une chance. Ouais, ça facilite du coup le quotidien et tu sens ta performance qui évolue grâce à ça. Oui. Ouais, tu as une performance qui a été ascendante, on va dire. Tu parlais des études et je veux qu'on revienne aussi dessus parce que c'est une dimension importante aussi de ta vie. Tu as décidé de faire des études de journalisme. Pourquoi tu t'es orienté déjà sur cette voie-là? Est-ce que c'est une passion aussi? Alors, pour être honnête, je pensais pas que ces études-là allaient me passionner. Moi, je suis plus arrivée, donc la formation à l'INSEP, elle s'appelle Sportcom. En Sportcom, car en fait, je voulais faire Sciences Po à la base et c'était un peu compliqué au niveau des aménagements et on m'a conseillé de faire cette formation. J'ai commencé et je me suis dit bon ok plus tard je vais avoir mon émission de télé et tout et en fait j'ai commencé à faire des cours de radio et là passion pour la radio, passion pour poser ma voix, faire des montages, des reportages, aller au contact pour aller chercher les gens, les interviewer dans la rue. Donc maintenant oui je suis grave épanouie dans mes études. Donc la grande timide de l'époque aujourd'hui va dans la rue, arrive à interviewer des gens sans problème. Oui. Comme quoi, tu vois, t'as bien évolué. Et donc, tu parlais effectivement de ce journalisme. Et tu as des stages aussi en entreprise. Ça se passe comment? Parce que ton quotidien est rythmé par le sport. Et dès que tu as un temps off, en fait, c'est les études. Voilà, c'est ça. Et c'est un peu compliqué d'ailleurs d'enchaîner tout. Moi, actuellement, je suis en 3e année de journalisme. J'ai fait du coup un stage de 2 semaines à la mairie de Poissy au service communication et pour valider du coup ma 3e année cette année normalement je passe le concours, il faudrait que je fasse encore 2 stages, donc un stage de 1 mois dans une entreprise, enfin plus dans une radio vu que c'est mon option, et encore un autre stage de 2 mois dans une autre radio en faisant différentes choses. Sauf que maintenant du coup il me reste 3 mois de stage, je n'ai pas 3 mois 3 mois de rien en fait de temps libre car j'ai pas le droit de faire mes stages en même temps que mes cours. Donc forcément mes cours là se finissent en avril mais le judo se finit pas en avril et j'ai pas beaucoup de vacances de judo donc c'est vrai que mais pour tout le monde en fait pour tous les sportifs on se retrouve un peu bloqué donc certes c'est aménagé pour nous à l'INSEP les formateurs ils se déplacent à nous mais après voilà au niveau des stages on peut pas remplacer les remplaçables faut les faire et pour trouver le temps de les faire c'est compliqué. Et du coup comment tu vas faire Là du coup j'essaye de rendre tous mes projets, je pense que je vais pas pouvoir passer mon concours en fin d'année malheureusement. Il y a une 2e session en janvier du coup 2025 et j'espère du coup avoir le temps de faire mes stages et voilà. Mais je sais pas si les gens se rendent bien compte, c'est quand même une folie de se dire que on peut pas être sportif de haut niveau et faire des études en fait. Ah bien sûr. Et il y a un judoka qui s'appelle Nicolas Biffot qui est à HEC et qui en parle très souvent. C'est très intéressant d'ailleurs et en fait c'est juste ouf. Lui, il a dû faire des pieds et des mains pour pouvoir juste faire ses études en parallèle du sport. En fait, c'est fou. Moi, je trouve ça complètement aberrant. On veut des sportifs de haut niveau au détriment des études. Si ça marche pas derrière, vous êtes cuit en fait. Et c'est un vrai problème parce que encore une fois, le judo n'est pas un sport qui paye énormément. Et à part si tu deviens très 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 bon, et derrière, il va falloir se réorienter, trouver une carrière. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui finissent dans les mairies, dans les trucs. Avec des postes qui ne sont pas forcément ceux dont ils rêvaient. Comment on peut t'aider, toi, au quotidien, dans ta carrière de sportif, pour financer aussi ce quotidien? On en a déjà parlé, nous, en off, mais c'est vrai que tu as besoin d'aide aussi pour ta carrière de sportif. Est-ce que tu peux dire un petit peu ce dont tu as besoin comme aide? C'est le moment si tu veux passer un message comme ça. C'est vrai que à mon niveau, c'est vrai que j'aimerais bien avoir du coup trouvé des sponsors pour pouvoir m'aider financièrement, mais aussi voilà dans mon projet sportif, des marques qui croient en moi ou des personnes. Car c'est vrai que c'est compliqué maintenant au judo, comme tu l'as dit, on se retrouve à faire des choix en fait. Pour être performant, vraiment performant, si on veut faire toutes les compètes, c'est au détriment des études. Au bout d'un moment, si demain en 2028, je veux faire 2028, je suis sélectionnée pour 2028, je vais devoir faire une pause dans mes études. Je le sais pertinemment et aussi il faut se préparer à ça. C'est pas facile pour nous. On fait du judo tous les jours, mais aussi se focaliser que sur le judo, c'est aussi compliqué mentalement.
Et je pense que chacun a besoin aussi de deux bagages. L'école, c'est important. C'est vrai, une blessure, ça arrive vite. Demain, si on se blesse, on a quoi derrière? Ça, c'est compliqué. En même temps, ça demande beaucoup d'énergie aussi d'aller à l'école. Je m'entraîne 2 fois par jour. Mes journées, elles sont rythmées. 8-10 heures école, 11 heures, 13 heures, je m'entraîne. 14 heures, 16 heures, école. 17 heures, 19 heures, je m'entraîne. Voilà, c'est super compliqué. Même pour, je me vois pas aller travailler parce que je me dis, là, déjà, l'école, ça me fatigue. Travailler encore, faire un petit job, je sais pas, travailler à McDo ou n'importe quoi, ce serait épuisant et ça ira à l'encontre de ma performance. Donc moi, aujourd'hui, j'aimerais vraiment trouver des collaborations, des sponsors qui puissent m'aider et, enfin, en contrepartie, moi, je partage leurs produits sur mes réseaux, je leur fais du contenu. Enfin, voilà, j'aimerais être soutenue par des gens qui potentiellement pourraient croire en moi, quoi. Sur les kimonos, Oui, voilà. partout dans le monde. En Oui. fait, c'est ça aussi qui est important à dire, c'est que sponsoriser un athlète, c'est aussi pour leur marque quelque chose de très bénéfique, parce que vous faites le tour du monde, Ouais. vous êtes en déplacement très souvent, vous côtoyez du beau monde parce que vous êtes au haut niveau, donc forcément, vous côtoyez le gratin, on va dire, Oui. du sport, mais il y a aussi des valeurs qui sont derrière. Toi, tu parlais aussi des valeurs humaines qui sont les tiennes. C'est aussi important pour les marques de s'associer à vos valeurs humaines. Et je le redis, pour ces marques-là, c'est important de sponsoriser les athlètes parce que vous avez tout simplement besoin d'eux pour être performant. Donc, c'est donnant-donnant, Ouais, on va c'est dire. donnant-donnant, Et ça. c'est archi important. C'est pour ça que je voulais qu'on en revienne. Tu parlais de travailler chez McDo. Moi, ça me dépasse de se dire on peut être sportif de haut niveau. Donc, allez, je vais faire les championnats du monde et la semaine d'après, je suis il y chez en a McDo en beaucoup. train de travailler. Il y en a Oui, il y en a beaucoup. beaucoup. Mais c'est ça qui est dramatique. Oui. C'est que nous, on n'est pas le foot. Oui, Et exactement. encore, je prends le foot. Il y en a beaucoup qui gagnent pas forcément des milliers et des cents. Hein. Tu prends les petits niveaux professionnels. Ils gagnent pas des milliers et des cents, ils peuvent gagner 2000 euros, admettons. C'est un salaire, on va dire, normal, d'une personne normale. Donc, ouais, c'est pas simple du tout. Toi, donc tu parlais de Los Angeles 2028, c'est vraiment ton échéance la plus importante en ligne de mire? Ah oui, vraiment, c'est mon objectif principal. Tout ce que je fais maintenant, c'est par rapport à cet objectif-là. On dit que des Jeux Olympiques, ça se prépare pas en un an. Là, Paris 2024... j'en parlais dans un podcast audio que j'ai fait. Il y a des déçus, il y a des heureux, mais c'est 4 ans, 10 ans sûr. pour certains de travail qui sont envolés en une seconde pour certains. Il y en a qui récoltent le fruit de leurs efforts. Toi, tu as quel regard par rapport à toutes ces sélections-là, sans te mettre en porte-à-faux, hein. Mais ce système de sélection, il est dur aussi pour les athlètes parce qu'on ne sait pas toujours pourquoi, comment on est sélectionné. Comment toi tu perçois ça? C'est vrai que quelquefois les sélections tombent et il y a de l'incompréhension. Mais après voilà, le judo, il y a qu'une méthode aussi faut se dire, on reste un sport de combat. Si on veut avoir quelque chose, une sélection, faut gagner en fait. C'est vrai qu'il y a qu'une seule place qu'on retient, c'est la médaille d'or, c'est la première place. Et c'est vrai que moi, aujourd'hui, il y a certains choix que je peux comprendre de la fédération. Certains, il y en a d'autres, oui, où je peux me poser des questions, mais dans le fond, je comprends ces choix-là. Parce que, voilà, en fait, maintenant, il y en a pas un sur le tapis d'INSEP, où on peut dire, non, mais là, vraiment, c'est donné. Non, tout le monde se donne à 100% tous les jours, tout le monde s'entraîne. On voit tout le monde s'entraîne à cette heure-ci pour faire des résultats. Quand tout le monde, on est aligné sur un grand slam, un grand prix, on a tous le même niveau, en fait. Donc c'est au petit bonheur la chance un peu, c'est comme ça. Et en fait, chacun mérite, et c'est celui qui peut-être prouvera le plus, ou peut-être qu'il a plus de potentiel de gagner, parce que c'est vrai que c'est une question de profil aussi, le judo. Il y en a peut-être qui n'ont pas forcément les résultats, mais qui ont le profil de battre plus de personnes. Et ça, il faut aussi y penser. Il faut pas voir non plus que le résultat pur et dur. Après, moi, voilà, moi, tu sais que j'ai ce système de sélection, j'ai parfois du mal à le comprendre. Mais c'est pas tant les athlètes. Les athlètes, ils méritent tous leur place. En réalité, à partir du moment où tu lâches ton dernier souffle jusqu'à la dernière goutte de ton énergie sur le tapis, tu es irréprochable en fait. Tout athlète est irréprochable et ça, là, j'en suis convaincu. Après, sur les systèmes de sélection, c'est vrai que parfois, une logique s'applique une fois, pas l'autre, et ça, c'est peut-être un peu plus difficile. Après, voilà, ça, c'est mon regard plus d'observateur, et vous qui êtes dedans, c'est encore différent. Vous avez un regard encore différent. Donc, focus
Jeux Olympiques 2028. Là, les prochaines échéances pour toi, tu restes sur 2 belles médailles, dont une victoire en Grand Prix. Est-ce qu'on va te voir un petit peu En plus... open. En open, ouais. Est-ce qu'on va te voir sur un grand slam peut-être prochainement? Ok, Donc là, prochainement, la section est sortie. Je vais faire le Grand Slam de Géorgie. Donc dans 2 semaines, il me semble. Donc voilà. Donc là. à l'heure qu'il est, on est début mars, Et donc voilà. ce sera à mi-mars. Oui, voilà, Ok. exactement. Ok, donc on va te voir en Géorgie. C'est une sélection club, une sélection France? Je pars avec le club, mais c'est la Fédé qui décide, qui fait le tri des inscrits. D'accord, ça aussi c'est assez spécial en Ouais, judo. voilà. Des fois il y a des sélections clubs, des fois il y a Oui, des sélections exactement. nationales. C'est pas toujours évident de s'y retrouver. Ok, bah ça c'est la bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne Mais nouvelle. après c'est une bonne nouvelle, mais en même temps c'est normal. Oui. Tu viens de gagner, tu viens de faire une médaille malgré le fait que tu aies été malade, c'est ça, ou Oui. t'étais pas très en forme. Ouais. Ça fait médaille, ça va. Il y a pire. Donc ok. Et après tu as tous les championnats aussi nationaux. Aller chercher Oui, voilà, bien sûr. ton titre national. Bien sûr, ça aussi, Ça fait partie de l'objectif. ça fait partie de mes objectifs que je me suis fixé jusqu'en 2028. Et qui dit titre national, tu sais que derrière, ça veut dire forcément, Grand on slam. te verra à Paris. Donc, bah écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. On va basculer maintenant. Et pour l'occasion, c'est là où on va accueillir quelqu'un d'autre. On va accueillir un autre athlète que tu connais bien, Arnaud Arigba, qui va venir nous rejoindre. Et on va passer à un petit jeu, un petit question-réponse, tous les trois. Ça fait plaisir aussi de le recevoir. Salut Arnaud, merci de nous retrouver. Tu reviens tout droit de Tashkent. Est-ce que tu as dormi déjà? Ah ouais, j'ai dormi un peu quand même parce que déjà le trajet était long, donc j'ai eu le temps de dormir, surtout que pour le coup je suis rentré tout seul. Ah ouais, Et ok. ouais, mais du coup je m'y fais assez bien dans ce sens-là. Par contre dans l'autre sens c'était un peu plus chaud quand même. Un peu plus chaud. Combien d'heures d'avion pour l'Ouzbékistan? Alors je crois qu'on est à quasiment 12 heures, hein. Quasiment 12 heures. Bon, après avec les décalages horaires en fait, d'abord plus 2 heures, après encore moins 2 heures. Enfin c'est un peu, c'est moi-même ça m'a un peu embrouillé. Ouais, mais ça fait aussi partie de la vie d'un sportif de haut niveau. Vous êtes en déplacement tout le temps, donc pour la famille, pour les proches, ça laisse pas beaucoup de temps pour vous, pour se retrouver. Mais en tout cas, merci de nous rejoindre pour cette fin de podcast. J'espère qu'on aura l'occasion de te recevoir pour un podcast vraiment aussi que pour toi. Donc, on va faire un petit jeu sur lequel des deux. Et le premier, vous allez déjà vous chiffonner sur savoir déjà, je vous donne qui est le plus. Ça va être qui est le plus à chaque fois. Et la première question, c'est qui a le plus bel Uchimata? Bah c'est moi. Bah c'est moi. C'est Bon, moi. moi, Je je dirais je lui suis à aussi. moitié japonais, donc forcément. moi, je dirais lui aussi parce que moi, c'est pas trop Uchimata que je fais, c'est plus Tanutoshi. Donc, Ça reste après. c'est une forme d'Uchimata, Ouais, mais c'est voilà. pas Voilà. Uchimata, quoi. Ok, C'est mon donc- Uchimata à moi, en fait. Ouais, tu lâches un peu vite quand même. Hein. Ok. Elle a lâché vite, Mais après, c'est pas, bon, c'est pas si- Uchimata, en fait. Si moi aussi je peux être honnête, la réalité c'est que j'ai quand même pris beaucoup de diving, donc je crois que mon Uchimata n'est plus trop d'actualité malheureusement. Donc je pense que c'est le tien. Le plus efficient c'est Tu le le mets tien de côté actuellement. Tu le mets de côté pour l'instant, Bah, le c'est Uchimata? pas vraiment que je le mets de côté, c'est plutôt que je l'ai beaucoup retravaillé et j'essaye de trouver des variantes pour que je puisse marquer quoi et arrêter de me faire disqualifier parce que Ouais. c'est quand Le même plus pénible. efficace, c'est le mien. Ok. Et Le- du le coup, plus tu peux beau, c'est le expliquer mien. un petit peu pourquoi tu te fais disqualifier pour les gens. Enfin, c'est devenu une galère. Des fois, la tête, elle touche à peine. Tu te fais disqualifier. Des fois, ça touche. T'es pas disqualifié. Tu sais pas trop pourquoi non plus. Explique-nous un petit peu qu'est-ce qui amène cette disqualification. Alors, ce qui amène ces disqualifications, c'est que en fait, au judo, bon, en réalité, c'est une règle qui existe depuis assez longtemps maintenant. Il y a ce qu'on appelle un diving, donc en fait un plongeon. C'est-à-dire que sur tous les mouvements de hanche ou même d'ailleurs les seoi, et même d'ailleurs très récemment les arrachés, d'ailleurs ça vient de sortir aussi, quand en fait on lance une prise depuis debout et que la première partie de notre corps qui touche, c'est notre tête, donc en gros qu'on se jette sur la tête entre guillemets, bah, on est directement sanctionné d'une disqualification. Une disqualification qui fait qu'on ne peut plus combattre. Et c'est vachement compliqué, surtout que maintenant dans les grands slams, ben, les 2 et les 3 premiers tours, c'est des éliminations directes. Donc c'est vrai que ça peut vraiment faire basculer des compétitions. Mais donc en fait, cette règle, en vérité, elle existe depuis assez longtemps. Mais je crois que c'est à cause de Shoyono qui est un petit peu... C'était une dinguerie. Mais en même temps, son Uchimata, il était C'était magnifique. incroyable. C'était magnifique, mais il a peut-être un peu abusé sur les dernières années. Donc après son titre en 2020, ils ont dit non, bon maintenant c'est terminé. Non, mais après, ce qui est fou, c'est que tu te fais disqualifier si tu lances l'attaque sur la tête. Mais si tu mets l'adversaire aussi sur la tête, tu te fais aussi disqualifier. Enfin, franchement, c'est parfois un peu compliqué. On a vu aussi le titre mondial de Teddy
qui a été où il se jette, c'est Tassoef en face. Il y a une espèce de, je sais même plus quelle est l'action, mais ça se jette et en fait ils annulent c'était Wazari, Ouais. ils annulent le Waza. Finalement, il s'avère qu'il donne le titre mondial aux deux parce que après revisionnage, ils disent que finalement l'action c'était bon. Enfin, franchement, c'est une galère. Aujourd'hui, l'arbitrage, on va pas se mentir, c'est une galère. Pour vous, en tant qu'athlète, quand vous allez sur le tapis, des fois, vous comprenez rien à ce qui se passe, non? C'est très frustrant. Puis surtout, c'est super compliqué en fait. C'est super compliqué parce que d'une compétition à l'autre, d'un tapis à l'autre, l'arbitrage peut changer en fait. Maintenant, c'est très subjectif en fait le judo. Hein. Ça devrait être très subjectif, mais malheureusement, ça devrait être objectif, pardon. Mais Ouais. du coup, c'est très C'est devenu subjectif. Et l'arbitrage, on a vu, ça change aussi tout le temps. À Paris, t'es bien placé pour le savoir, tu y étais. Les pénalités qui montaient des fois 20 secondes de combat. S'il y a un combat, j'ai vu en même pas une minute, il y a déjà eu 2 pénalités chacun. Donc ça veut dire prochaine pénalité, match perdu. Enfin, franchement, c'est une galère. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que aujourd'hui, on sait que le judo, c'est aussi un sport où le grip est archi important. Donc le kumikata, c'est la base. Et parfois, ça joue un petit peu trop et en 20 secondes, tu as déjà une pénalité. Donc, comment vous vivez ça? Moi, personnellement, je trouve ça dur et je trouve que ça va pas dans le sens du judo parce que finalement, ce qu'on a tous toujours aimé voir et la raison pour laquelle je pense qu'on est aussi beaucoup à avoir fait du judo, c'est pour voir des beaux hippons, des belles envolées, des beaux mouvements, de l'engagement, quoi, finalement, de l'engagement. Et maintenant, on peut voir que généralement, l'engagement, il est pas forcément soldé d'une victoire, en fait. La plupart des gens qui s'engagent pas, par exemple, très récemment, bon, je vais pas donner de nom. Je vais pas donner de nom. Mais là, il y a par exemple. Parle du combat, je vais le donner moi. C'est que par exemple, maintenant, là, très récemment à Tashkent, il y a eu deux garçons qui ont gagné leur premier Grand Slam, mais en mettant 3 shido à tout le monde et avec aucune volonté de faire tomber. Donc, Mais d'ailleurs, c'est aujourd'hui Teddy, on parlait de Teddy. Teddy qui est un gars qui a toujours fait tomber énormément. Il y a des compétitions, je sais plus c'était quel JO, c'est peut-être Rio, où il restait sur une 3e place, je pense à Londres, je sais plus c'était dans quel ordre, mais il a moins attaqué pour prendre moins de risques. Et en fait, tu prends plus de risques. Et effectivement, à force de faire Ça monter les dénature pénalités, je vois des gars qui poussent. Il y a un arbitre, il va dire il a poussé, il prend Shido. Il y a un autre, il va dire t'es sorti du tapis, tu prends Shido. Enfin, franchement, c'est incompréhensible. Moi, je comprends rien à l'arbitrage. Et en tant que spectateur, en fait, ça devient chiant à regarder parce que c'est pénalité. Et moi, je parle avec des potes à moi qui me disent mais là, j'ai pas compris. Pourquoi lui il marque? Pourquoi lui il prend une pénalité et que l'autre non? Écoute, je vais t'expliquer. Là, il a pris le kimono d'une certaine façon. Là, il a fait ci. Là, il a été saisir la ceinture directe. Enfin, franchement, moi qui ai un peu plus d'âge que vous, c'était moins galère à l'époque. Oui, bien sûr. Et c'est pour ça qu'aussi, peut-être que les gens s'intéressent moins aussi, et vont continuer à moins s'intéresser au judo. Parce que maintenant, visuellement, on comprend pas. Il y a quelqu'un, il tombe sur le dos et peut-être que cette personne va finir par gagner finalement. Enfin, c'est compliqué. Après, je pense qu'il faut pas se focaliser sur ça. Moi, c'est ce que j'essaye de faire. J'essaye de pas me focaliser sur les nouvelles règles. J'essaye de les appliquer pour pas me prendre des shido, pour pas que ça me dérange dans mon judo. Mais j'essaye de pas me frustrer avec ces nouvelles règles je me concentre, je me dis il faut que je fasse tomber, il faut que je fasse mon judo. Après, je trouve que chez les femmes, c'est encore un petit peu différent que chez les hommes. Parce que chez les hommes, tout ce qui est arraché, on en voit beaucoup. Chez les femmes, ça se voit, une Clarisse est capable d'arracher fort. Mais par contre, chez les femmes, ça se voit un petit peu moins. Chez les hommes, ça faisait partie inhérente du judo, en fait. Et j'avoue que quand tu lances Uchimata, parfois, avant, tu pouvais même saisir entre les jambes. Tu te prenais des beaux pions si tu l'attaquais pas pas assez fort. Donc, ça devient incompréhensible. On bascule sur lequel des deux. Le prochain, c'est qui s'entraîne le plus de vous deux? Celui qui, quand il n'est pas à l'entraînement, il s'entraîne encore. Les deux. Alors, moi, cette année, un peu moins, parce qu'en fait, je me suis trop blessée. Donc moi, j'écoute plus mon corps. Mais avant, sinon, j'étais une matrixée oui, là, je suis fatiguée, mais c'est pas grave, je vais donner encore plus. Et en fait, j'accepte, mon corps, il est un peu plus fragile. Donc cette année, j'ai un peu levé le pied. Et moi, je me blesse très peu. Je me blesse généralement. Touche du bois, je sais pas s'il y a du bois, mais on touche. Je trouve du bois. Mais ouais, je me blesse vraiment pas beaucoup.
Donc c'est vrai que cette année, moi par exemple, j'ai un peu plus accéléré. C'est-à-dire que maintenant, moi je m'entraîne tous les samedis aussi. Avant, je m'entraînais du lundi au vendredi. Donc maintenant, j'ai rajouté aussi le samedi. Je fais plus de choses en fait. Je fais plus de choses que les dernières en tout cas. Pour les gens qui te connaissent pas forcément, t'as un judo qui est quand même très physique, mais t'es capable de faire beaucoup de techniques. Comment tu définis toi ton judo, ou comment toi Martha tu définis son judo? On va commencer d'ailleurs par toi. Comme ça, comment toi, on va voir si il est d'accord avec toi. Ouais. Ben, son judo, il est à la fois sauvage et souple, je dirais. C'est vrai. En fait, il est capable de vraiment mettre beaucoup d'impact, un impact impressionnant, mais à la fois, il est très judo, très technique aussi. Il peut nous sortir des uchimata à la japonaise, des morotés à droite, à gauche. Donc, ouais, sauvage mais souple quand même. T'es d'accord? Cette description, ça va? Ouais, je suis assez d'accord. Franchement, je suis assez d'accord. Merci. Mais du coup, toi, comment tu définis son judo, elle? Son judo, elle? Parce qu'elle est quand même très technique. Moi, je sais ce que j'aime bien voir, c'est que t'es quand même une des filles quand même plus technique que la moyenne chez les filles, en tout cas en 57. T'es d'accord avec ça? Bah oui. Ouais. Elle est très technique. Techniquement, moi j'aime bien ce que tu fais, j'aime bien ce que tu proposes. J'aime bien aussi l'impact que tu mets et l'engagement que tu mets. On enregistrera. Hein. Et tu gardes après. Et franchement, moi si je devais définir vraiment ton judo, pour moi c'est un peu la championne quoi. La championne, elle vient, elle fait tomber. Un peu, vous voyez, pour moi il y a différents styles de judoka. Il y a des gens qui sont un petit peu plus à l'usure, on va dire des besogneux quoi. Ouais. Mais là c'est pas vraiment son cas en fait. Pour moi c'est un petit peu, comme on peut dire, une terreur en fait. Ouais. On la voit sur le tableau, on se dit ça peut se finir mal et ça peut se finir vite. Non mais c'est vrai, et c'est nous en tant que spectateurs, c'est vrai que c'est ça qui est agréable de voir des judo techniques. Moi je sais que je suis quelqu'un qui aime la technique. C'est un bonheur de voir des gens faire des techniques de judo en fait. Comme tu as dit, il y en a trop qui se basent même que sur les arrachés, que sur les trucs. Mais le judo, il n'y a pas que ça, c'est de l'analyse, c'est beaucoup de le déplacement, le petit coup d'œil au bon moment. Là, je pense, il y en a une, c'est Florine Soula qui avait mis juste un dash. C'est rien, mais en fait, c'est énorme parce que le timing, il était parfait. Je sais plus qui c'était en face. Moi, elle n'est pas hyper connue, mais c'était à Paris. C'était magnifique. Beau, et en fait, c'est ça qu'on aime. Je suis d'accord. C'est ça qu'on aime. Là, c'est Walid qu'on a pris un sur Shiro Maruyama. Donc, mais sur le Uchimata, en termes de Uchimata, monsieur référence. Voilà, c'est un bel Uchimata. Après, Shiro Maruyama, c'est un judoka d'exception. Après, franchement, pour revenir sur ce match, moi, déjà, il faut savoir que Walid, déjà, c'est mon gars. Ouais. Et en plus de ça, honnêtement, c'est un gros match, c'est un match qui est dur. Ça se finit comme ça et ça se finit d'une belle manière. Et honnêtement, moi, je garderai toujours dans ma tête ce match comme un match de référence, en fait, aussi bien incroyable. Pour Walid que pour Maruyama. C'était une vraie guerre, une vraie bagarre, quelque chose qui a fait plaisir à tout le monde, qui a fait plaisir à la foule. Après, c'était à Paris, bien sûr, on aurait préféré que Walid gagne. Mais ça restera un vrai combat de judo, comme je trouve que malheureusement, on n'en voit plus beaucoup. C'est ça, exactement. Et puis bon, Maruyama à Paris, on n'est pas contraint à chaque fois que quand il vient, c'est un kiff. Même si, je le disais, j'ai trouvé un peu nonchalant, un peu le gars. Bon après, il joue plus rien. Il est sorti de la course olympique. Le gars, il serait champion du monde 5-6 fois peut-être s'il n'y avait pas AB. Champion olympique aussi. Ou champion olympique aussi. Et il se fait barrer de toutes les sélections parce que il l'a battu une fois et après depuis il le bat plus. Mais bon, bref, c'est un autre débat. Et c'est le mercredi, je crois, vos séances cardio avant. Donc du coup, c'est lequel qui aime le moins le cardio? Moi, je déteste le cardio. Franchement, je déteste le cardio. Vraiment, j'en fais parce qu'il faut le faire, mais en fait, j'aime pas la préparation physique en général. Franchement, moi, j'aime vraiment le judo. Moi, je suis vraiment un judoka. Ouais. Le reste, c'est pour c'est parce qu'il le faut. Non, mais le cardio, c'est vrai que c'est un enfer. Quand je vous vois faire les allers-retours, les trucs, le suicide, les navettes, les sacrées navettes. C'est un enfer. Et puis même, tu vas puiser dans ta force intérieure, dans ton cardio justement, pour être bien en compète. Putain, sur le moment, c'est une dinguerie en fait. C'est vraiment une dinguerie. Surtout qu'en plus, nous, notre préparateur physique chez les garçons, c'est Yann, hein, c'est Yann Morisseau. Franchement, il nous connaît bien en plus. Hein. Il a été bon en fait, il a été malin parce que il est venu avec un petit sourire, un air gentil. Et au début, les séances avaient l'air relativement cool, donc nous, qui dit plus petit volume dit que nous on s'envoie à 100 000%. Donc en fait il a pu bien nous analyser, il sait vraiment tout ce qu'on est capable de faire. Ouais. Et maintenant là il nous allume. Hein. Maintenant de toute façon les préparateurs physiques il n'y a pas de secret. De toute façon, quand il est chauve ou alors quand il a trop de cheveux,
100% c'est intentionnel. 100%. Donc vous le saurez, hein, soit un chauve, soit trop de cheveux, c'est pas bon signe. C'est jamais bon signe. Qui met le plus de pions entre vous deux? En compétition, à l'entraînement? En général. Après, en compète c'est mieux, mais à l'entraînement on prend aussi. Hein. Ouais, je pense. Et en compète les deux, vous Bah, avez mis des boîtes. Hein. Ces temps-ci, c'est plutôt toi. Ouais, c'est moi. Toi, t'es sur une bonne dynamique, là, tu mets des boîtes. C'est moi. Ce temps-ci, c'est plus moi, ouais. Ouais, après, la dynamique, c'est le judo, c'est que question de dynamique. Après, toi, c'était aussi, là, t'es sur le circuit senior, mais ça fait pas tant de temps que ça ça fait combien de temps que 2-3 ans senior? 2 ans? Ça fait. Bah là, c'est ma deuxième année, là, en senior. C'est ta deuxième année senior? Et ouais, après, je sortais déjà un peu quand j'étais junior, mais ça fait 2-3 ans maintenant. Tu peux peut-être rappeler, pour les gens qui te connaissent pas, ton petit palmarès sympathique quand même. Tu peux dire un petit peu ton palmarès à tout le monde. Ok, bah, donc moi j'ai été. Déjà, j'ai gagné les Foch quand j'étais cadet. Et franchement, ça c'était vraiment un beau souvenir, voilà, je tenais à le dire. Et après, j'ai donc été vice-champion d'Europe junior en 2021. Donc j'étais en deuxième année en junior à cette époque. Le reportage, il est sur YouTube. Allez voir. Je crois que c'était. Ouais. Il y a des insights du reportage. Non, ça c'était les moins de 23, ça. Ah, c'est les moins de 23. Les moins de 23. Il y est pour les moins de 23. Donc ils iront voir pour les moins de 23. Et tu es dedans. Voilà, donc ensuite j'ai fait vice-champion du monde junior en 2022, je pense, ouais. Et du coup, dans la. Tu sais mieux que lui. C'est mieux que moi. Et du coup, dans la foulée, j'avais gagné les championnats d'Europe moins de 23 ans. Voilà. Donc, pas mal le petit palmarès en junior. Maintenant, tu sors sur le circuit senior. La Tashkent, bon, ça c'est pas passé top, mais ça fait partie de l'apprentissage en senior aussi parfois. Et c'est ça qui est dur dans le judo, c'est que tu te tapes des kilomètres et des kilomètres, 12 heures de vol, comme tu disais, tu fais un tour, bah, même pas forcément 4 minutes. Tu rentres chez toi, tout seul. Tu prends l'avion tout seul. T'as téléchargé tes petites séries Netflix. C'est horrible. Ouais, non, mais voilà, c'est dur. Non, c'est dur. Et en fait, c'est tout ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est qu'il faut que les gens ils soient conscients du sacrifice que c'est, de ce que ça représente. C'est pour ça que je dis il faut accompagner les sportifs de telle ou telle manière, mais il faut les accompagner pour qu'ils puissent vivre pleinement leur passion et leur métier, qui devient leur métier. Après, des questions un petit peu plus légères. On sait que vous êtes, surtout toi Arnaud, tu es plus actif sur les réseaux. Du coup, c'est toi qui es le plus actif sur les réseaux? Ouais, c'est moi. Ouais. Franchement, c'est moi. Là, j'ai vu tu t'y es mise. Maintenant, ces petites vidéos montées, tout ça, c'est propre. ça lance des hashtags partout. Ouais. Hashtag, dis ton hashtag. Ouais, dis tout le monde comme ça, Alors, tout le monde va te suivre. N'hésitez pas à mettre mon hashtag Viral Bichampion. Voilà, comme ça, tout le monde peut utiliser ton hashtag qui peut-être deviendra tendance sur Insta, sur X et autres réseaux. Ouais, donc toi, t'es très réseaux sociaux, t'aimes bien ça? Ouais, j'aime bien en fait. Moi, j'aime bien tout ce qui est. En fait, j'aime bien la mise en valeur en fait. Je trouve ça intéressant. Et donc, j'aime vu que, en plus, là, j'ai un projet sportif. En fait, ça me fait plaisir du coup forcément de me mettre en valeur moi, mais ça me fait. Des fois, je monte aussi des vidéos pour des amis à moi ou je fais aussi pas mal de photographies. En fait, c'est des choses qui m'intéressent en fait. Et donc là, c'est bien parce qu'en plus, ça rentre dans le cadre de mon projet sportif du coup. Mais c'est vraiment des choses qui me plaisent en fait en tant que tel. Ok, voilà, non mais c'est super parce que c'est vrai que ça permet aussi de voir votre quotidien. Je le dis souvent, moi ce que je reproche parfois aux judokas, c'est qu'on a envie que le sport il soit plus reconnu, mais on fait pas assez pour qu'on le mette en valeur, je trouve. Hein. C'est un avis très personnel. Il y en a qui passent beaucoup de temps pour la pratique, qui vont échanger avec beaucoup de monde. Et il y en a qui, tu les sollicites, ils répondent pas forcément, ils veulent pas. Et c'est compliqué. Même moi, tu vois, qui ai lancé un podcast judo, il n'y en a pas tant que ça. Je sais que il y a quoi? Il y a des débriefs de temps en temps après les grands événements. Ça doit être c'est qui? L'Esprit du judo, je crois qu'il y en a un. Ouais. Mais que des débriefs, je crois, c'est que des débriefs. Il y en a une qui fait secret de judoka, je crois, ouais. qui est cool, qui est vraiment très cool. Ouais, c'est pas mal. Donc pour les entraînements et tout, c'est franchement pas mal. Donc allez voir tout ça. Et je pense qu'on gagnerait à avoir plus de visibilité, qu'il y en ait davantage. Toi qui es dans le journalisme aussi, ça va être ton rôle après aussi de faire les petits reportages, tout ça. Donc ouais, non, ça c'est très cool de voir sur les réseaux. Après, qui râle le plus sur le tapis? Parce qu'on sait qu'au judo, on est quand même des râleurs. Quand ça nous fait chier, on va dire clairement, on sait aussi râler, même si on le fait parfois. Alors franchement, je pense qui est le plus frustré, franchement, je pense que c'est moi parce que moi, je suis vraiment
on va dire que je suis quelqu'un de têtu, quoi. Hein, je suis vachement têtu quand je considère qu'en fait, ça doit se faire de cette manière-là, donc que ce soit au judo ou même sur des aspects de la préparation physique, par exemple, ou des choses comme ça. Bah, je vais pas forcément être véritablement frustré, en fait. Hein, c'est juste que, en fait, moi, je vais dire non, ben moi, je fais ça. Ok. Et Donc, à partir de là, bah, des fois, c'est un peu compliqué. après, ça motive aussi. Hein, quand on râle, on se met dedans. Des fois, on se met des coups de pied derrière et on se dit, vas-y, ça bouge toi pas trop, non? Moi, c'est plus dans ma préparation physique. Au judo, je vais pas tant râler que ça. Peut-être après, pour de la fatigue, oh là, je suis fatiguée, machin. Mais après, pas sur le tapis, mais en prépa physique, par contre, c'est la souffrance. Donc là, je me plains beaucoup, quoi. Je râle beaucoup. On voit sur les réseaux. Allez la voir sur les réseaux. Le Ouais. mercredi, généralement, Je c'est son souffre. jour de, Je c'est son souffre. jour de souffrance. Et qui est le plus fou entre vous deux? Oh, ça dépend. Tout est relatif. Mais en termes de. Enfin, je pense que les gens me prennent plus, moi, pour une folle que toi. Enfin, parce que d'extérieur, toi, t'es. Si on te connaît pas bien, on pense que t'es quelqu'un de tout calme. Alors Ouais, que c'est pas vrai. trop. Moi, C'est je vrai, pense ça. que ça se voit un peu plus, mon côté. Ouais, je pense aussi. Bizarre. T'es matrixé. Ouais, mon côté bizarre. Je pense aussi, ouais. Ok. Ça marche. Allez, dernière petite question. Qui est le plus souvent en retard aux entraînements? Arnaud, c'est toi. Aux Vous avez vu, là, ça entraînements venait du Oui. cœur. hein. Aux Bah oui. entraînements Ah oui. On T'es n'a pas le droit d'être en retard, t'es hein. toujours à l'arrache en vrai. Non. Ah ouais. Non, c'est juste qu'il y a 1 heure, donc c'est 45. Donc moi, je suis là à 44. T'es là à l'heure. Ah, je suis pile, moi. Mais Non, en vrai, je non, suis- t'es déjà arrivé plein de fois en retard quand même. bah, en fait, c'est surtout aux entraînements au club, en fait, parce que bah, le mercredi, il y a des Non, bouchons. même au prépa, même au prépa. Mais je suis pas en retard. Le prépa, en fait, c'est juste que t'arrives quand tu veux. Mais parce que C'est pas du retard, c'est que je peux venir quand je veux, donc je viens quand je veux. Ouais. Parce Moi, que je dirais le Arnaud. principe, quand c'est même. prépa. Le but, Ok, c'est de faire bah. le bloc, en fait. Bon, ben moi, alors, ok. D'accord. Tu prends. Ok, bah, je prends. Allez, Hein, c'est pour bon. la prépa, on est d'accord, c'est des blocs. Donc, en fait, tu fais ton bloc et après, quand t'as fini, Ouais, c'est ça. ciao, tu repars et c'est fini. Ok. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Est-ce que vous voulez passer un message? Là, c'est votre moment, donc vous pouvez dire ce que vous voulez, faire passer le message que vous voulez. C'est vous qui voyez. Martha, peut-être, non? Ouais, bah moi du coup le message que j'aimerais faire passer, bah du coup aux plus jeunes ou pas forcément, c'est bah si vous êtes dans une situation où vous faites harceler, bah il faut en parler et faut pas avoir honte. Moi j'ai absolument pas honte de ce qui s'est passé justement, genre pas j'en suis fière, mais c'est pour moi c'est pas une honte et c'est pas la honte de se faire harceler. C'est pas parce qu'on est plus faible ou quoi, c'est pas de la faiblesse. La faiblesse justement c'est de pas en parler, je trouve, au contraire. Et bah pratiquer le judo et pour les sponsors. Mimi FWZ sur Instagram. Vas-y, Arnaud, toi. vas-y. Ah, bah, moi, ce serait plutôt un mot peut-être pour les plus jeunes. En vrai, bah, déjà, ouais, venez au judo. Venez au judo, c'est sympa, c'est des bons moments. Les copains. Oh non. Non, vraiment, c'est des bons moments, c'est un beau sport. Et je pense que les valeurs que le judo peuvent apporter, bah, comme d'ailleurs beaucoup d'arts martiaux, hein, comme par exemple bah, le MMA, le JJB, plein d'autres sports aussi, je pense que c'est intéressant. Je pense que tout le monde devrait faire, ou au moins essayer de faire un sport de combat, pas forcément pour le plaisir de se battre, hein, mais pour l'éducation que ça apporte et l'humilité en fait que ça nous oblige. Ouais, L'humilité mais que ça ça, nous oblige. je suis totalement d'accord parce que c'est pas qu'un sport, c'est dans la vie de tous les jours. Alors là, moi, je suis pas athlète de haut niveau, mais j'ai fait du judo pendant très longtemps et dans ma vie, en fait, ça m'a appris beaucoup et ça a changé beaucoup mon quotidien. T'en parlais, Martha, le tien aussi. Arnaud, j'imagine le tien également. Et je vais finir du coup par vous poser une question parce que ça me donne ça me fait venir une question. Dans le code moral du judo, il y a pas mal de valeurs archi importantes. Toi, Arnaud, c'est laquelle qui, pour toi, si tu représentais une de ces valeurs, c'est laquelle? Comme ça, c'est bien, les sponsors, ils vont pouvoir savoir qui tu es aussi. Franchement, le courage. Je pense le courage. Mais quand je dis le courage, c'est pas forcément le fait de pas avoir, de pas ressentir de peur en fait. C'est le fait de savoir que ça va être compliqué, de savoir qu'il y aura toujours des moments avec, des moments sans, et d'aller quand même de l'avant, de toujours rester dans ma ligne directrice en fait, et faire ce qui est le mieux pour ma carrière, faire ce qui est le mieux pour moi, même si je sais que des fois je peux être un peu têtu, un peu seul dans mon délire. Bah, je préfère être seul dans mon délire en sachant que ça mène à quelque chose qui, en tout cas, sera vraiment le reflet de moi.
que faire le délire de quelqu'un d'autre et ressortir de ma carrière frustré, même si je suis champion. Voilà. Franchement, Courage, parfait. Et toi, Martha? Ouais, moi aussi, j'allais dire le courage, mais Tu aussi peux, hein, c'est pas... c'est le contrôle de soi aussi. Le contrôle de soi. Tu vas piquer le mien, du coup. Ouais, le contrôle de soi, ouais. Non, mais je suis d'accord, le contrôle de soi, moi, tu vois, qui ai arrêté le judo, c'est le contrôle de soi. Là, je vois qu'il y a un gros problème maintenant. Chose que quand je faisais le judo, j'étais zen. Zen, en fait, toute l'énergie, tu la laisses sur le tapis et t'as pas de frustration. Aujourd'hui, bah, moi, j'ai 2 enfants, dont un en très bas âge. Bah, parfois, en fait, je contrôle rien. Je contrôle plus rien. Là où avant, je contrôlais. Donc, c'est bien que tu en parles aussi parce que c'est pas une des valeurs qu'on met le plus en avant. On parle effectivement de courage, le respect, l'amitié qui est archi importante aussi au judo, mais voilà, le contrôle de soi. Bon, bah, on va finir sur cette note positive. Je vous remercie tous les deux d'être venus. C'était vraiment très, très cool. On se retrouvera très bientôt. Mais avant, je vais remercier, comme d'habitude, le Forum des Images qui nous accueille pour les podcasts. C'est vraiment un gros plus. Vous parliez pour vous de sponsors, etc. Nous, c'est un partenaire et ça nous permet d'enregistrer ces épisodes de la meilleure des manières dans des conditions les plus optimum possibles. Donc, merci à eux. Merci beaucoup. Yuko Store, comme d'habitude, avec qui on travaille. Donc, merci à tous. Et si vous voulez sponsoriser, que ce soit Arnaud ou Martha, contactez-les sur les réseaux. C'est archi important. Vous vous rappelez du coup ton Insta? Mimi FWZ. Ok. Et moi, Arnaud? c'est Arek Boubou. Voilà. Donc, tout le monde sait maintenant où vous trouvez. Et surtout, n'hésitez pas, comme ça leur serait d'une grande aide. Merci à tous et on se retrouve très bientôt sur les plateaux de 10e Dan. Ciao, ciao l'équipe.